introductions, pour ceux qui ne connaissent pas l'espace de l'Art concret. Alors c'est un centre d'art. Qu'est-ce que c'est un centre d'art? C'est un lieu où on montre de l'art contemporain. C'est différent d'un musée. C'est un lieu qui est ouvert vers la création contemporaine chez les artistes, vers les artistes qui sont vivants, qui continuent de travailler. Et on a une particularité, c'est qu'on a aussi une collection, alors là, comme les musées. Et au départ, c'était une collection privée. Ce sont des collectionneurs qui ont fait une donation, qui ont donné leurs œuvres à l'État français, donc c'est une collection publique. Donc on a de la chance puisqu'on a un lieu où on peut à la fois inviter des artistes vivants qui continuent à travailler, et aussi on peut montrer des œuvres historiques qui ont parfois plus de 100 ans, et qu'on peut montrer et faire découvrir au public. Donc voilà, parmi nos missions principales, c'est montrer de l'art, exposer de l'art, conserver les œuvres, faire en sorte qu'elles ne s'abîment pas, et puis faire découvrir au public, accueillir avec des médiateurs, des médiatrices qui font découvrir les expositions, qui guident le public pour leur donner accès aussi à toutes les informations sur ces œuvres. Alors je vais aussi maintenant parler de mon parcours. Donc moi je suis Fabienne Fulcheri, donc je suis la directrice du lieu. Et c'est un moment un peu particulier parce qu'en fait moi je suis née à Cannes, peut-être que certains d'entre vous sont nés à Cannes, et j'ai fait mes études au collège Capron. En fait il y a 30 ans j'étais à votre place, et vous avez beaucoup de chance parce que nous on n'avait pas accès à cette partie du bâtiment. Donc peut-être dans 30 ans, vous serez derrière la table. Donc, voilà. Ensuite, j'ai fait le lycée, au lycée Carnot. Donc là aussi, je suis ravie d'accueillir, de voir qu'il y a des terminales art plastique parmi nous. Parce que, à l'époque, c'était ce qu'on appelait les terminales A3 art plastique, avec à la fois l'histoire de l'art et puis de la pratique, de la peinture, du dessin. Et donc j'ai suivi aussi ce cursus-là. Et puis en sortant de la terminale, bon, j'ai eu mon bac en 88, donc ça remonte quand même. Et là, je ne savais pas trop comment m'orienter, donc j'ai fait un BTS pub, publicité, action, communication à Nice. Et puis au bout d'un an, on est allé visiter des expositions à Paris. Et puis là, c'était le choc. Je ne sais pas si vous connaissez un peu ce qu'on appelle le syndrome de Stendhal, le syndrome de Florence, c'est quand on découvre qu'on a un choc esthétique, on découvre des œuvres d'art, et finalement, tout d'un coup, je me suis dit, oh là là, je me suis trompée d'orientation. Le BTS, communication, publicité, c'est très intéressant. J'apprends beaucoup de choses, mais finalement, ce n'est pas ce qui est essentiel pour moi. Et tous les cours d'histoire de l'art que j'avais suivis en terminale et en première me sont revenus, et cette fois-ci, là, je me suis dit, oh là là, il est temps de changer d'orientation, et donc je l'ai fait tellement, et j'ai dit à mes parents qui étaient affolés, si je passe mon diplôme de BTS, je le laisserai dans un tiroir, et ils se sont dit, ça y est, c'est la crise d'adolescence à retardement qui a lieu, et je suis allée m'inscrire à l'université à Aix-en-Provence, donc en histoire de l'art et en art plastique, parce qu'à cette époque-là, je ne savais même pas qu'on pouvait être directrice d'un centre d'art et qu'on pouvait même organiser des expositions. Je n'avais pas connaissance de ces métiers. J'allais visiter parfois des expositions, mais je ne me posais pas la question. En fait. Et puis j'ai envisagé, je me suis dit peut-être je pourrais être prof d'art plastique, parce qu'à l'époque, il n'y avait pas de prof d'histoire de l'art en tant que tel, il n'y avait pas de parcours, on ne pouvait pas passer le concours. Et puis au fur et à mesure, j'ai passé mon deuil, ma licence, et puis j'ai entendu parler d'un centre d'art qui ouvrait ses portes dans un petit village pas loin de Cannes qui s'appelle Montsartou. C'était en 90, donc là j'avais tout juste 20 ans, et j'ai postulé pour faire un stage là-bas. Donc là aussi, l'histoire est assez drôle, puisque voilà, c'est une sorte de retour aux sources, et j'ai fait un stage l'été. Pendant 2 années consécutives pour gagner un peu de sous pendant l'été et puis découvrir justement qu'est-ce que c'est qu'un centre d'art, qu'est-ce qu'on y fait. Et puis là, j'ai participé aux différentes activités, j'ai rencontré des artistes. Donc, je parlais des artistes vivants tout à l'heure en faisant la présentation. Il y a un artiste que vous connaissez peut-être qui s'appelle Bernard Venier. Si vous allez de temps en temps à Nice, il y a des œuvres monumentales qui sont dans les jardins Albert Ier. Il y a un grand arc noir, vous avez peut-être eu l'occasion de le croiser. Voilà, et donc c'est un artiste qui habite la région et qui était venu à un vernissage, et puis j'ai discuté avec lui. Et puis là, j'étais en licence et je me demandais bien ce que j'allais pouvoir faire comme étude après ça.
Et là, je me suis dit, bon, plutôt que de faire des études d'histoire de l'art sur la Renaissance et continuer dans quelque chose de plus classique, j'ai la chance de pouvoir côtoyer des artistes vivants, de leur poser toutes les questions quand j'ai un doute, quand j'ai envie d'avoir des renseignements sur une œuvre, savoir comment est-ce qu'il a fait, pourquoi. L'idée, c'était justement d'aller directement à la source et de pouvoir travailler avec des artistes vivants. Donc j'ai fait ma maîtrise, donc c'est un bac plus 4, en histoire de l'art sur Bernard Venet, qui m'a ouvert les portes aussi de sa collection, de son travail. Et puis par la suite, j'ai continué ensuite à Paris. Je suis allée m'installer à Paris pour poursuivre ma maîtrise. Et puis là, toujours pareil, je n'avais pas encore trop d'idées. Puis j'ai fait ce qu'on appelle un troisième cycle, donc un bac plus 5, sur comment organiser finalement des événements, quelque chose de plus concret. Parce qu'à l'université, on apprend beaucoup de choses, beaucoup de connaissances, mais je ne voyais pas trop où ça allait me mener finalement, et puis continuer des études, faire une thèse, faire un doctorat, continuer à travailler dans les bibliothèques, être chercheur ou être professeur, c'était pas tout à fait ce que j'avais envie de faire, et j'avais envie d'être en lien direct avec les créateurs. Et là, j'ai découvert pendant cette 5e année comment est-ce qu'on pouvait organiser des expositions. Et là, j'ai eu accès aussi à des professeurs qui étaient aussi des professionnels, qui dirigeaient des centres d'art. Et on avait une étude de cas à faire à la fin de l'année, comme un exercice, comme vous avez des devoirs à faire. Mais au lieu que ça reste un exercice, j'ai poussé jusqu'au bout la démarche pour réaliser vraiment ce projet d'exposition qui au départ était une simple idée et c'est devenu réalité. Donc j'ai contacté les artistes, j'ai obtenu des financements, j'ai monté tout le projet et j'ai réussi à organiser à la fin de mon année scolaire cette exposition. Et là, ça a été, comme tout à l'heure quand je le disais, une révélation de dire voilà, c'est ça que je veux faire. Mais c'est toujours compliqué parce que quand on n'a pas de lieu, ça veut dire qu'il faut aller demander aux gens qui ont des espaces, qui vous prêtent les espaces pour que vous puissiez organiser des expositions. Donc c'est compliqué. Et puis après, j'ai commencé à écrire aussi dans différents journaux pour faire une connaissance plus approfondie du métier. Et puis voilà, les choses se sont réalisées petit à petit et toujours de façon indépendante. Donc pour ceux peut-être qui un jour ont envie d'organiser des expositions, ce qui est important, c'est que souvent, quand on ne passe pas un concours pour être conservateur, parce qu'on peut, si on a envie de travailler dans les musées, pas les centres d'art mais les musées, il faut passer un concours. Pour être directeur de centre d'art, ce n'est pas un concours. Vous répondez à un appel à candidature, vous passez un entretien oral, on passe parfois des oraux, et puis là, vous présentez ce que vous avez envie de faire, et puis vous êtes pris ou vous n'êtes pas pris, mais c'est un entretien. Voilà. Donc là, l'idée, c'était de continuer à faire des expositions, d'acquérir une expérience, parce qu'on ne se décrète pas commissaire d'exposition comme ça. C'est-à-dire qu'au départ, vous en faites une, et puis deux, et puis trois. Et puis au fur et à mesure, quand les postes se libèrent dans des centres d'art, dans des fonds régionaux d'art contemporain ou dans des galeries, c'est l'expérience que vous avez acquise pendant des années qui fait qu'à un moment donné, on va vous faire confiance et on va vous dire, écoutez, d'accord, on estime que vous êtes peut-être capable maintenant d'organiser des expositions et de diriger un centre d'art. Donc pendant environ 8 ans, j'étais ce qu'on appelle un commissaire d'exposition indépendant, donc je n'étais pas attachée à un lieu. Je proposais des projets d'exposition à différents lieux, et puis au fur et à mesure, quand on obtient une certaine renommée, quand vous êtes un peu connu, après c'est des gens qui viennent vous chercher, donc là c'est bien agréable parce qu'on vous propose, on vous dit, tiens, on aimerait bien que tu nous proposes un projet. Et là j'ai travaillé pour différentes structures, notamment à Paris, comme le Jeuxhomme, qui est un centre d'art qui présente beaucoup de photographies, mais aussi des artistes qui font de la vidéo, et puis qui m'ont fait confiance. Donc là, j'ai travaillé aussi pour des festivals, le printemps de septembre à Toulouse. Tout à l'heure, Alexandre vous en parlera peut-être aussi tout à l'heure. Il y a un festival qui est organisé par une ville. Et là, c'était une expérience incroyable, puisque là, j'avais environ 40 artistes occupés, avec une dizaine de lieux d'exposition, à la fois des petits lieux, mais des grands espaces, des lieux dans l'espace public, donc sur des places, avec à chaque fois des projets qui n'existaient pas avant, parce qu'organiser une exposition, parfois, on choisit des œuvres qui existent, donc que vous avez vues, et on se dit, tiens, cette œuvre, je l'ai vue là, elle est superbe, je l'ai vue dans l'atelier de l'artiste, j'aimerais absolument la montrer.
Mais parfois, ce qui est intéressant aussi, c'est de travailler sur des projets, et les artistes n'ont pas encore créé les œuvres. Ils vous proposent une œuvre qui va être en devenir, qui n'existe pas encore. Et vous allez permettre, donner les moyens à l'artiste de créer cette œuvre. Donc ce sont voilà, des projets très différents, à des échelles importantes. Et ça a été pour moi voilà, très formateur, parce que quand vous travaillez sur l'échelle d'une ville, ça vous donne bien sûr une expérience importante. Et puis il y a 5 ans, il y a un poste qui s'est libéré à l'espace de l'Art Concret. Et donc on cherchait, l'espace de l'Art Concret cherchait un nouveau directeur, une nouvelle directrice. Et là, justement, j'ai répondu à l'appel à candidature et j'ai passé un entretien devant un jury. Il y avait une douzaine de personnes. Et là, j'ai présenté le projet en disant, ben voilà, moi, j'aimerais bien montrer ça, proposer ce projet à la fois artistique, pédagogique. Et ensuite, voilà, mon projet a été accepté et j'ai commencé à travailler. Donc, le travail d'un directeur de centre d'art, c'est un travail qui est très intéressant parce qu'il est très varié. À la fois, je conçois les projets d'exposition. Donc, au début de chaque année, je réfléchis en me disant, tiens, voilà, cette année, j'ai envie de travailler sur les liens entre l'art et l'architecture, l'art et le cinéma, sur telle thématique. Donc, je choisis une thématique donnée. Et puis ensuite, je travaille avec mes collaborateurs, mes collaboratrices pour essayer de concevoir ces projets-là. Et puis aussi faire vivre la collection. Comme quand je vous le disais tout à l'heure, l'espace de l'Art Concret, c'est à la fois un lieu d'exposition temporaire, mais c'est aussi un lieu où il y a une collection permanente, comme un musée. Et donc l'idée aussi, c'est de montrer cette collection, donc d'organiser des expositions à partir des œuvres que nous avons. Donc il y a ces 2 aspects-là. Donc il faut faire vivre cette collection. Donc là aussi, ce sont des projets à développer en parallèle. Et puis on a un axe qui est très important, c'est la pédagogie. Depuis l'ouverture du lieu, l'idée de transmission, c'est-à-dire qu'on ne fait pas les choses dans notre coin pour se faire plaisir, mais c'est aussi pour que le public puisse profiter aussi de ces œuvres et de ces projets. Et donc, on a une équipe de 6 personnes actuellement aux ateliers pédagogiques qui travaillent et qui réfléchit pour concevoir des projets spécifiques en lien avec nos expositions. Et d'ailleurs, nos professeurs travaillent aussi avec nos équipes pour concevoir des projets en lien aussi avec les programmes de l'éducation nationale. Donc on a beaucoup de partenaires très différents, comme je vous le disais tout à l'heure. Et puis ce qui est aussi intéressant, c'est qu'on continue bien sûr en parallèle à continuer à travailler avec des artistes qu'on reçoit en résidence. On a la chance d'avoir des maisons dans le village de Montsartou où on accueille des artistes qui viennent travailler pendant 3 mois sur place et qui viennent nous proposer des projets. Voilà. Donc je passe rapidement parce qu'on a beaucoup d'activités. Il y a des petits programmes qu'on a laissés à l'accueil qui permettent de voir aussi l'étendue de ce qu'on peut proposer. Donc c'est vraiment, j'allais dire, quelque chose de très varié et c'est ça qui est aussi, je pense, intéressant dans ces métiers-là, c'est qu'il n'y a pas de routine parce qu'on travaille à chaque fois avec des gens différents, sur des projets différents, que ce soit avec les artistes, mais aussi avec les professeurs, avec nos partenaires institutionnels. Et donc, ce sont des métiers qui sont très variés. On est pour l'instant une équipe, on est 15 personnes. Donc là, on est une partie de l'équipe présente. On a essayé de vous donner un panorama un peu général pour que vous puissiez découvrir les différents métiers, parce qu'il y a plein de métiers très différents au sein du centre d'art. Et on n'a pas idée forcément, quand on visite une exposition, bien sûr, de savoir tous les métiers présentés. Donc je vais passer la parole à Alexandre Clapon, qui est notre assistant technique, qui va aussi vous parler un petit peu de son parcours. Et puis après, on va passer au deuxième diaporama. Brice, s'il te plaît, sur les métiers. Voilà. Oui. Alors, on avait fait les images que vous voyez derrière, ce sont bien sûr le site qui vous permet de découvrir. Vous avez vu les images, l'ampleur des bâtiments, puisqu'il y a le château qui est le premier bâtiment historique qui a accueilli les expositions. Là, ce qu'on voit derrière, ce sont les ateliers pédagogiques. On accueille justement les scolaires, entre autres, mais aussi des publics adultes. Et puis, on a un bâtiment qui s'appelle La Donation, qui accueille la collection permanente
dont je parlais tout à l'heure, qui a été donné par Godfrey Honegger et sa compagne Sybille Albers, qui étaient des collectionneurs privés. Alors, je ne sais pas si vous arriver à switcher sur l'autre diaporama. Donc, nous, voyez, en général, quand il y a un problème à l'espace d'art concret, c'est donc Alexandre, pour être très concret, qui s'en occupe. Donc, il est très content aujourd'hui, parce que là, il ne bouge pas. Voilà. Donc là, on voit des... Alors là, voilà, c'est un petit diaporama qu'avait préparé l'équipe sur les différents aspects de mon activité. Donc, c'est recevoir aussi, faire les discours. Alors ça, c'est un aspect... que je déteste particulièrement. Mon équipe l'a mis exprès parce que c'est justement quelque chose que je déteste faire. Voilà. Donc je passe la parole à Alexandre. Bonsoir. Alors moi, mon parcours à l'école a été un peu comment dire, pas chaotique, non. J'aimais pas trop travailler, donc je fais le minimum vital. J'ai passé un bac technique, commerce, qui avait absolument rien à voir avec ce que j'aimais faire, à savoir dessiner, peindre, tout ça. J'ai fini après le bac, par me décider pour la fac d'histoire, plutôt que les beaux-arts, parce que je ne voyais pas ce que pouvaient m'apporter les beaux-arts. Donc, fac d'histoire, j'ai eu ma licence, et après ma licence, j'ai eu l'opportunité de bosser dans un labo de recherche à la fac en communication. C'était pour le service militaire, à l'époque ça existait encore, et j'ai fait ça comme objecteur de conscience. J'ai travaillé à l'université pendant 2 ans, et de là j'ai fait des rencontres qui m'ont permis de devenir directeur de l'office du tourisme de Saint-Janet, c'est un petit village dans l'arrière-pays, où j'ai travaillé pendant 2 ans à organiser visite du village, concerts l'été, différentes manifestations. Et ensuite, après avoir travaillé là pendant 2 ans, pour des raisons personnelles, je me suis retrouvé à travailler dans l'immobilier. Et donc j'ai travaillé pendant 4 ans dans différentes agences, dans 2 agences. Et ensuite j'ai ouvert mon agence en m'associant avec mon père. Ça a duré 3 ans. Et l'immobilier n'était pas fait pour moi, puisque en parallèle de tout ça, j'ai une activité d'artiste, donc je fais mes tableaux, mes expos, des choses comme ça, tout ça en autodidacte. Et après avoir travaillé dans l'immobilier, j'ai voulu me recentrer sur ce que j'aimais faire. Et donc j'ai repris mes études, j'ai fait une validation des acquis et j'ai intégré un master 2 médiation et ingénierie culturelle à la fac à Nice. Et pendant cette année-là, on a fait un stage, et j'ai fait un stage un peu comme Fabien à l'espace. Moi j'ai fait mon stage à la Villa Arson, qui est l'école d'art, le centre d'art et l'école d'art à Nice. Et j'ai fait donc mon stage en régie, une grosse partie en régie et une grosse partie en médiation. Et la régie, ça s'est bien passé. J'avais une petite expérience de bricoleur, comme pas mal de garçons. Et donc après mon master, je me suis décidé à alterner des périodes où je travaillais pour moi, qui me permettaient de développer mon travail artistique, et des périodes où je travaillais en grande partie pour la Villa Arson sur des montages d'expositions. Et puis ensuite, différentes choses sont arrivées. J'ai participé à une édition du Printemps de Septembre. J'ai fait la régie générale du Printemps de Septembre. Alors, il me semble que c'était un peu plus important que Fabienne. Je crois qu'il y avait 30 expos et une centaine d'artistes. Ça avait été, c'était une édition sur la performance. Donc voilà, donc ça a été une grosse expérience. Et puis un jour, un poste s'est libéré à Montsartou comme assistant technique. Et
j'ai sauté sur l'occasion parce que c'était un endroit qui me plaisait et que ça m'apportait une expérience nouvelle dans un cadre différent. Donc moi, à l'espace, je suis un peu l'homme à tout faire. Puis, je suis le seul garçon. Enfin, on est deux maintenant, mais depuis très très peu de temps. Donc jusqu'à il n'y a pas très longtemps, j'étais le seul garçon avec 12 filles. Ce qui n'est pas forcément super simple, mais bon. Et donc, je travaille donc avec Fabienne et avec Claire et Alexandra qui ne sont pas là ce soir, qui s'occupent de la régie des collections et des expositions. On s'occupe des accrochages d'expos. Donc, on fait des trous dans les murs, on met les vis, on accroche les tableaux, on installe tout ce qui est matériel vidéo, matériel vidéo, le son, enfin il y a plein de choses. Ça change toujours. Il peut y avoir, ben là on est en train avec un artiste, on est en train de faire une installation. Il y a plein de choses. On fait des installations, il peut arriver que les artistes arrivent sans leur œuvre et qu'on produise l'œuvre sur place. Voilà, c'est assez varié. Donc ça, c'est pour la partie exposition. Après, je travaille avec Estelle parce que je m'occupe de tout ce qui est affichage assez proche et la distribution de tous les programmes et tout ça. Je m'occupe de tout ce qui est réservation de salles dans la donation, parce qu'on a une salle qui est mise à disposition, qui peut être mise à disposition des associations, différentes choses de la ville. Et après, je travaille à l'entretien des bâtiments avec tous les services techniques de la ville de Besançon. Donc électricien, plombier, menuisier, et ainsi de suite. Donc je touche un peu à tous les domaines. Alors, si quelqu'un a des questions. La question, c'est de savoir si on faisait des œuvres sur place. Non, on ne fait pas des sauts. Ce qu'on voyait tout à l'heure dans l'escalier, où on était en train de peindre, bon, là, c'est une petite production. Il y a des œuvres qui existent, qui sont accrochées. Et on a rajouté des choses qui apparaissent après l'expo. Donc ça fait partie de l'expo, mais c'est des ronds qu'on a fait là. Et l'accrochage des affiches, l'affiche que vous voyez là-haut, elle est disparue après l'expo, c'était juste pour l'expo. C'est l'artiste qui l'a fait imprimer et on l'a collé. Parfois, l'artiste arrive avec un dessin, par exemple, et veut que son dessin soit fait sur le mur. Donc, parfois, on l'aide, parce que pour l'artiste, ce qui compte sa création, c'est le dessin qu'il a fait déjà quand il arrive avec sa feuille de papier. S'il faut par exemple agrandir, il ne peut pas faire ça tout seul, donc on lui donne un coup de main. Mais c'est toujours l'œuvre de l'artiste. Nous, on est comme ses assistants, on va l'aider à réaliser, à lui donner un coup de main, parce que parfois, c'est plus simple, parce que quand on est avec deux mains, c'est plus facile qu'avec une. Voilà. Donc il y a différents cas de figure, et puis parfois l'artiste a besoin qu'on peigne par exemple toute la salle en noir, parce qu'il veut montrer une œuvre au milieu qui va être éclairée particulièrement. Donc on va modifier complètement l'espace. Donc on est là pour l'aider aussi à rendre au maximum son idée de départ. Si, ça coûte de l'argent. Quand on fait une exposition avec un artiste justement vivant, il nous propose une œuvre qu'il va donc créer pour nous sur le lieu, qui n'existe pas, mais il va l'adapter à l'architecture. Donc il va nous dire, ben voilà, moi j'ai besoin de temps, de peinture, etc. Et nous on va se renseigner, combien coûte un pot de peinture, deux pots de peinture, parce qu'il faut couvrir tant d'espace, et puis on va voir combien ça coûte. Et puis après on en discute avec Régine, qui est l'administratrice, donc qui gère aussi le budget, avec moi. Et puis on regarde, est-ce qu'on a les moyens? Donc voilà, c'est comme avec votre argent de poche, vous avez de l'argent de poche peut-être pour le mois, et vous regardez, faire des choix. Est-ce que je préfère aller au cinéma, ou est-ce que je préfère aller au McDo, ou je ne sais pas trop où, voilà. Donc là, on fait un choix de dire, oui, on a envie de vraiment réaliser cette œuvre-là, donc on va acheter 4 pots de peinture, mais la prochaine expo, du coup, on fera plus attention. Voilà.
Excusez-moi, j'étais venu voir une exposition, il y avait un Claude Ruteau qui était au fond, justement vous parliez de la couleur qui est adaptée à l'architecture, dans la salle ronde. Dans la salle était complètement ronde, vous l'aviez peinte en bleu, et sur le mur vous avez juste mis un poisson rouge, un vivant, et du coup le spectateur était comme dans un aquarium en fait, un petit peu le poisson, c'était assez rigolo. Ce qu'on appelle un protocole d'accrochage. On ne peut pas faire ce qu'on veut avec toutes les œuvres. C'est-à-dire que même si je veux l'accrocher comme ça, parfois l'artiste dit ah top top, non, moi je souhaite que mon œuvre soit accrochée à telle hauteur, à tel endroit, sinon c'est plus mon œuvre. Donc il faut à chaque fois qu'on respecte quand il y a une demande spécifique de l'artiste d'accrocher son œuvre de telle manière. Donc, quand on a la chance d'avoir les artistes encore vivants, on leur demande, et parfois certains déjà écrivent et nous laissent des instructions. Voilà. Bonsoir à tous. Donc, pour ma part, en fait, lorsque j'étais en 3e, j'avais déjà un projet professionnel bien défini. Je voulais être photographe. Pas photographe, grand reporter sur des terrains dangereux, enfin, au sens journalistique, mais plutôt artiste photographe. Et donc, avec ma maman, je m'étais renseignée sur le cursus qui devait être suivi. Et en France, en fait, en école, en France, vous avez deux possibilités. Soit c'est l'école Louis Lumière, qui se trouve à Paris, et qui est plutôt là pour vous former sur l'aspect technique de la photographie, parce que, alors vous ne l'avez pas connu, mais moi, mon époque, c'était la photographie argentique, donc je passe un petit peu pour un dinosaure, mais c'est une technique particulière, donc il y avait cette école. Autrement, c'était l'école de la photographie à Arles, qui est une école d'art, mais qui n'utilise exclusivement que le médium de la photographie, donc, ou de la vidéo. Et pour pouvoir accéder à cette école, on ne peut pas y rentrer en fait directement après le bac. Il faut avoir fait à peu près 2 ans d'études auparavant. Donc pour cela, j'ai passé un bac lettres et arts et ensuite je me suis inscrite aux Beaux-Arts. J'ai fait le cursus de 3 ans. L'intérêt des Beaux-Arts, c'est que ça m'a permis également de découvrir d'autres médiums qui n'étaient pas celui que je voulais privilégier, mais qui de toute manière viennent toujours nourrir une technique, une réflexion artistique. Et donc après avoir obtenu ce diplôme aux Beaux-Arts, je suis rentrée dans cette école de photographie à Arles, où je suis restée 3 ans. Donc là, ça équivaut à un DNSEP, donc c'est le diplôme national d'études supérieures en art, spécialisé en photographie. Et ce qui s'est passé, c'est qu'à la fin de cette école, je ne me sentais pas prête, parce que l'idée finalement c'était d'être artiste photographe, et je ne me sentais pas du tout prête. Et donc je me suis dit, comme j'ai eu l'occasion, via les Beaux-Arts et cette école d'art, d'avoir une initiation à la langue chinoise, eh bien, je vais partir à Paris étudier le chinois pour devenir artiste photographe en Chine. Vous voyez que les choses étaient très définies, donc finalement, il n'y avait pas vraiment de surprise, mais il y avait un cursus qui se passait. Voilà. Et pour le coup, je ne parle toujours pas chinois, pour votre information. Parfois, ça m'échappe. Donc c'est un cursus que j'ai fait en 3 ans à Paris, à Languedoc, et en fait ça a été très frustrant parce que finalement d'un côté le chinois avec seulement 3 ans d'apprentissage, vous pouvez parler mais vous ne pouvez pas lire les journaux, enfin disons que c'est pas une maîtrise comme on peut avoir de l'anglais ou de l'espagnol. Donc au bout de 3 ans quand même, finalement, j'en avais un petit peu marre. Là, pour le coup, je me sentais prête à entrer dans le milieu professionnel parce que ça faisait quand même 9 années d'études et au bout d'un moment, j'en avais un petit peu marre. Et puis surtout, j'ai compris via ces 3 dernières années que finalement, être artiste, c'était pas du tout mon truc. Ce qui m'intéressait, c'était de faire le lien entre les œuvres d'art et le public. Et donc, j'ai commencé à chercher du travail et j'ai trouvé dans une galerie à Paris, forcément qui était spécialisée dans les artistes chinois contemporains, on n'allait pas quitter la Chine comme ça. Et je suis restée 1 année à peu près dans cette galerie, mais ce qui était assez décevant, c'est qu'on est dans une version finalement commerciale, parce qu'on est là pour vendre des œuvres, et que la partie où on fait découvrir ce qui est proposé dans la galerie au public va aller extrêmement restreinte.
Donc j'ai fait une recherche d'emploi toute simple et il s'est avéré que l'espace de l'art concret cherchait un poste de médiatrice ou de médiateur. Donc je me suis présentée, on était plusieurs candidats, j'ai été prise, j'étais très contente. Et donc en fait je suis rentrée au Centre d'Art en tant que médiatrice pour le public adulte. Alors, le principe, c'est qu'on est à la disposition du public, que ce soit dans l'espace de la donation, où vous avez la collection permanente, mais également sur les expositions temporaires. Et l'intérêt, c'est que finalement, vous avez toujours une dynamique du fait qu'il y a à peu près 2 à 3 expositions par an. Vous avez à chaque fois de nouveaux artistes à découvrir, à rencontrer et à faire découvrir au public. Donc ça, c'est vrai, c'est ce pourquoi j'ai été engagée. Mais au sein d'un centre d'art, finalement, on vous engage pour une chose, mais après, il faut voir aussi ce que vous pouvez apporter au lieu. Et entre autres, moi, c'est toute la partie créative qui va être mise à profit, parce que finalement, au bout d'un an, on va me demander de prendre en charge la partie graphique. Alors, qu'est-ce que c'est que cette partie graphique? C'est simplement de développer des outils visuels qui peuvent être placés dans l'espace public, dans la rue, qui peuvent être placés dans des magazines, la presse, qui peuvent être placés sur un site internet, de manière à communiquer sur nos activités et entre autres sur les expositions. Je sais pas, voilà. Donc là, par exemple, vous avez vraiment un exemple de mon travail pour l'exposition qui est en cours en ce moment, qui s'appelle Le fil des possibles. Donc l'idée, c'est que sur la partie de droite, vous avez l'affiche définitive. Vous voyez ce qui a été finalisé, ce qui a été choisi par le commissaire de l'exposition, celui qui a pensé l'exposition. Mais ce qu'il faut voir, c'est comment on en arrive à cette production. Parce que quand on me demande d'intervenir, moi finalement, je suis à peu près, on va dire 4 mois avant que l'exposition n'ouvre. Donc je suis très en amont. Et finalement, je n'ai pas encore la liste complète des artistes qui vont intervenir. J'ai en général 3-4 lignes qui me résument l'exposition. Et à partir de là, je vais devoir imaginer une forme qui soit suffisamment en lien par rapport à ce que vous pouvez découvrir dans l'exposition, mais en même temps qui soit compréhensible de tous. Ce qui fait que on va partir sur une idée graphique. Donc au final, vous allez avoir peut-être une vingtaine de propositions, et Fabienne est là pour en témoigner. Souvent pour ces expositions, j'arrive peut-être avec 20 propositions d'affiches. Elle va en sélectionner, mettons, 2-3 sur lesquelles je vais devoir retravailler, et au final, elle en choisira une. Donc là, vous avez un exemple. Donc comme je vous disais, sur la partie de droite, vous avez la partie, l'affiche qui a été choisie. En haut, à gauche, c'est la première version. Vous voyez qu'elle est quand même très différente. Et vous avez 3 autres exemples de propositions qui avaient été faites. Donc l'idée, c'est pas forcément la fiche qui a pu être choisie, c'est pas forcément celle que je préfère. Je ne peux pas me mettre en avant. Je dois toujours réfléchir à qu'est-ce qui correspond le mieux à l'exposition et surtout qu'est-ce que le public peut entendre. Si je vous parle de fil des possibles, de textile, d'art contemporain, je ne peux pas aller vous mettre une photographie, je ne sais pas, d'un arbre ou de quelque chose qui ne soit pas en lien avec le même imaginaire que celui qui va être développé par l'exposition. Donc en fait, mon travail sur la communication, c'est vraiment essayer de trouver une adéquation entre la forme visuelle, comme un logo finalement, et le contenu qui va être mis en avant dans l'exposition. Ça, après, on le retravaille sous forme d'affiche, sous forme de carton d'invitation. On a également un programme qui est édité, vous en avez deux dans l'année, qui seront également à disposition dans les couloirs derrière. Et puis il y a aussi toute une partie communication sur le site internet qu'il faut tenir à jour régulièrement, qui ne comprend pas que les expositions, mais vraiment toutes les activités du centre d'art. C'est-à-dire les ateliers pédagogiques, mais également des événements qu'on peut proposer, comme des concerts, de la danse contemporaine, des cycles cinéma, parce que le propre d'un centre d'art, c'est aussi de créer toute une vie en local qui ne soit pas simplement du fait des expositions, mais vraiment
un ensemble qui soit donné sur différents domaines. C'est la partie affiche, donc vraiment communication des expositions que l'on retrouve dans l'espace public. Donc là, entre autres, ça a été diffusé sur une trentaine de parkings sur la ville de Cannes. On retrouve également sur les quais de gare. Et donc là, voilà, pour la partie imprimerie. Donc ça veut dire travailler avec un imprimeur également. Choisir un code couleur par exemple. Alors là on retrouve donc le site internet sur la gauche et les nouveaux médias. Je pense que ça vous êtes tout à fait adeptes et comme des poissons dans l'eau avec. Ça, entre autres c'est Facebook qui est un média très réactif et qui nous permet vraiment, c'est un autre type de communication beaucoup plus lié à l'événementiel où quasiment jusqu'à 2 heures ou 1 heure avant l'événement on peut encore renvoyer l'information et qui a un système quasi de réaction immédiate. Et après, voilà, c'est au niveau de la presse. Donc, vous voyez qu'on reprend toujours le visuel de l'affiche parce que l'idée, finalement, c'est par la répétition que l'habitude peut se prendre et par la répétition, le fait que vous voyez à plusieurs endroits dans la ville le visuel, enfin, l'affiche d'un événement où au final ça commence à finalement s'imprimer sur vos cerveaux, hein, c'est assez archaïque et que ça peut donner envie à venir. Donc on est vraiment sur démultiplier les supports de communication, que ce soit les nouveaux réseaux, la presse papier ou sur comme disait Alexandre tout à l'heure, sur un affichage en ville un peu plus sauvage. Si vous avez des questions. Moi, j'ai pas compris justement, je l'ai vu, oui. Votre exposition, là, le fil des possibles, oui. Qui est superbe. Alors c'est très personnel hein, comme ressenti, je trouvais que ça n'était pas représentatif de l'exposition. Donc je n'ai pas compris si vous aviez vu les œuvres avant de proposer ça, oui. Et qui, au final, décidait que c'était cette affiche qui était retenue. Alors, la création elle-même des propositions d'affiches, elle se fait très en amont de l'exposition. Donc en fait, moi je n'ai qu'une vue très abrégée finalement de l'exposition finale parce que mes collègues de la régie, lorsqu'elles font pour une exposition des demandes de prêt d'œuvre par exemple, elles ne peuvent recevoir qu'une réponse que très tard. Alors que moi j'ai des problèmes de délai du fait que je travaille avec les imprimeurs et donc il y a un délai qui est donné, du fait qu'il va falloir prévenir en avance qu'il va y avoir une exposition qui va ouvrir à telle date et que ça passe par le courrier entre autres et c'est pour ça qu'on a à peu près ce délai de 3 mois en amont et donc comme j'ai ce délai très en amont, forcément je n'ai pas une vue exhaustive du rendu final de l'exposition. Donc on doit essayer de comprendre quelle est l'intention du commissaire de l'exposition, donc celui qui décide en fait de ce que va rendre cette exposition. Et c'est vrai que là, sur le choix de ce visuel, c'était vraiment l'idée d'un travail sur le maillage, sur le tissage, mais dans une version beaucoup plus géométrique, et ça c'est un point que je n'ai pas abordé, c'est que on ne peut pas, chaque lieu va développer une identité visuelle, tout simplement parce que ça vous permet de reconnaître quasi de façon immédiate qu'avec tel type de visuel ou tel type d'affiche, j'ai affaire à tel lieu. Si je devais faire un comparatif, si par exemple je prends Coca-Cola, finalement, très rapidement, dès les premières vues d'une publicité, on n'a même pas besoin de nommer Coca-Cola parce qu'ils ont adopté une certaine identité qui fait qu'intuitivement, à force de répétition, et finalement, ils nous ont appris à les reconnaître. Et moi, mon travail, en partie, c'est ça, c'est apprendre à ce que l'on soit reconnu de façon assez évidente, en tout cas plus ou moins. Et quelle que soit l'exposition, finalement. Et dans notre charte graphique, donc c'est ce qui définit cette identité, c'est le principe de la géométrie. Et c'est pour ça qu'à chaque fois, si on peut retourner un petit peu en arrière, vous avez vraiment 4 exemples d'exposition et vous verrez que finalement la géométrie
extrêmement présente. Il y a aussi une très grande simplification, hein, parce que bon, l'information passe aussi par cette simplification. Seuls quelques éléments sont mis en avant, comme les dates ou le titre même d'une exposition et le lieu, parce que finalement, sur un espace public, c'est ce qui est de primordial à retirer comme info. Et donc, il faut prendre ce critère-là en considération, d'où cette idée, pour le fil des possibles, de travailler sur ces ensembles de ronds, finalement, qui se répètent sous la forme du maillage et du tissage. Mais de toute manière, après, le choix final, c'est toujours le commissaire d'exposition. C'est à un moment donné, finalement, dans l'ensemble des propositions, il y a le tilt qui va se poser et il va se dire oui, c'est celle-là ou ça peut être celle-là si vous la retravaillez de telle ou telle manière. Alors je vais passer la parole à Sabrina Larèche des ateliers pédagogiques. Je suis Sabrina Larèche, donc médiatrice artistique pédagogique, et je suis souvent entourée d'enfants ou de jeunes comme vous. Alors moi, pour mon parcours, il a été multiple, mais en même temps, il y avait un fil conducteur à chaque fois. Quand j'étais au collège comme vous, je ne savais pas quel métier j'allais faire. Je savais juste que j'aimais bien les arts plastiques et j'aimais bien le cinéma. Donc j'avais envie de poursuivre là-dedans. Au lycée, j'ai choisi la filière littérature, avec l'option art plastique, donc les 8 heures de cours d'histoire de l'art et d'art plastique par semaine, dans lesquels je me plaisais bien. J'ai continué dans l'art. Je voulais faire une école de cinéma, mais c'était beaucoup trop coûteux à l'époque, donc du coup, j'ai choisi une école d'art. Donc j'ai fait le cursus à l'école des Beaux-Arts, donc pendant 5 ans, pour arriver au niveau Bac+5. À la fin, je ne savais pas trop encore là ce que je voulais faire. Je voulais être artiste, mais pas trop. Je voulais aussi transmettre, communiquer l'art, mais je ne savais pas trop où aller. Donc je me suis orientée vers l'UFM, donc pour préparer le concours d'art plastique et devenir enseignant en art plastique. Après une première année, je me suis dit non, c'est pas ça que je veux faire. Mais je savais pas quoi. Je savais pas que le métier de médiateur artistique pédagogique existait. C'est pas l'intitulé. L'intitulé est inventé, il change en fonction des lieux. Mais je savais que j'avais envie de transmettre l'art et de le transmettre à un jeune public. Donc voilà, l'enseignement, je me suis dit que finalement non, c'était pas pour moi. Et je suis tombée sur un article qui parlait des ateliers pédagogiques et ça m'a paru incroyable parce que c'était un lieu que j'aurais aimé inventer. Mais quelqu'un d'autre l'a fait avant moi, et tant mieux. Donc j'ai repris des études, un master professionnel. Tout à l'heure, Alexandre a parlé de médiation et ingénierie culturelle. Vous allez voir, si vous regardez un peu dans les métiers artistiques, il y a différentes appellations. Et du coup, moi, j'ai préparé un master professionnel qui est Action culturelle en milieu éducatif et collectivité territoriale. C'est une très longue appellation, mais ça prépare à la fois à être médiateur, à monter des projets artistiques, que ce soit pour des institutions, pour des collectivités locales. Donc il y avait une importante dimension de politique culturelle dans ce master. Et j'avais aussi la possibilité de pouvoir effectuer des stages de longue période. Un premier stage que j'ai effectué dans une galerie pour créer un service éducatif. Et le deuxième stage, je l'ai fait aux ateliers pédagogiques, donc là où je suis actuellement. J'ai fait un stage de 6 mois. Voilà, qui m'a permis d'approfondir un peu le métier. Après ce stage, je suis repartie, et là je suis repartie dans l'éducation nationale, puisque j'ai été enseignante d'art plastique pendant 3 ans, dans différents collèges. Une expérience qu'aujourd'hui je trouve enrichissante parce qu'elle me permet d'avoir une connaissance des programmes. Et nous, actuellement, dans mon métier de médiation artistique, puisqu'on travaille avec des jeunes, et notamment des collégiens, c'est une partie qui est importante pour nous. Alors, moi je travaille dans un service éducatif
Vous avez entendu parler tout à l'heure de programmation, de direction, d'administration, de graphisme, de technique. Il y a aussi un service éducatif. Du coup, on accueille des enfants de la crèche jusqu'à l'université qui viennent pour des visites d'exposition ou pour des ateliers de pratique artistique. Nous, on a ces deux axes au service éducatif. Et la base du métier, c'est donc la communication sur les œuvres d'art. On parle des artistes, de leur démarche. On base notre médiation, donc notre discours en quelque sorte, sur la programmation, la thématique qui se dégage de la programmation, des œuvres qui sont montrées, des artistes, ce qui dit qu'il y a un important travail intellectuel à faire, puisqu'on recherche, on a nos dossiers qui sont préparés par nos collègues, mais on a une importante partie de recherche et d'actualité aussi. On doit se tenir assez informé de l'actualité artistique, ce qui se fait dans notre lieu, mais ce qui se fait dans les autres centres d'art, dans les autres musées, ce qui est programmé en termes d'exposition, puisque on croise toutes ces informations, toutes ces données. Vous voyez différents outils en fait qui sont utilisés. À chaque nouvelle exposition, on invente, on crée des nouveaux outils qui vont nous servir à la médiation. C'est un support de travail. Ça nous permet non pas de faire une visite magistrale d'une exposition, mais d'entrer en contact, d'entrer en questionnement avec les jeunes qu'on accueille et qu'on fait participer à nos visites, puisque à chaque fois, ce sont eux qui construisent leur propre visite. On a une importante partie aussi de pratique artistique. Là, vous voyez une image de l'atelier qui est un peu le cœur, le moteur du service éducatif, les ateliers peinture. Je ne vais pas vous détailler, mais on y accueille en fait différents publics. Je vous ai parlé tout à l'heure des différentes tranches d'âge, de la crèche jusqu'à l'université, mais on a des publics scolaires comme vous, des collégiens, des écoles qui viennent. On a aussi des enfants qui sont en institut spécialisé, qui sont soit en situation de handicap, que ce soit moteur, psychique, donc physique aussi. Oui, des publics, des enfants en fait qui viennent sur leur temps libre, voilà, le mercredi après-midi ou pendant leurs vacances scolaires, ils viennent participer aux ateliers qu'on peut leur proposer, que ce soit des ateliers qu'on invente nous, médiateurs, ou alors quand on fait intervenir un artiste, et dans les artistes qu'on fait intervenir, c'est soit des artistes qui sont en résidence, soit des artistes contemporains qu'on invite par rapport à leur démarche, soit des artistes qui appartiennent à d'autres domaines que les arts visuels, qui peuvent être du domaine de la BD, du son, etc., de la danse, voilà. C'est varié, c'est variable, et ça dépend à chaque fois de nos envies, et puis de l'envie aussi des artistes avec qui on travaille aussi. Alors, on a choisi un peu les images qu'on vous montre. Je vous ai montré cette image-là parce qu'il y a une importante partie d'échange entre collègues. On est 6 à travailler au service éducatif. Et du coup, on est sans cesse en train de discuter des projets qu'on mène, des thématiques des expositions, puisqu'elles sont sources des projets qu'on peut mener. On est en charge aussi de monter des dossiers des fois pour répondre à des appels à projets. Ça fait partie de notre travail aussi. On invente des nouveaux ateliers, que ce soit donc l'atelier peinture. On a une méthode de travail qui fait qu'elle est sujette à discussion, à réflexion. On invente aussi des nouveaux ateliers en essayant de toucher le plus de médiums possible, médiums, photographie, vidéo, son, etc. Donc il y a une importante partie d'échange, de réflexion, de questionnement. Je m'appelle Stéphanie Villot. Donc moi je suis responsable de la librairie parce que à l'espace de la rentrée nous avons aussi un espace librairie boutique.
Voilà, donc je vais d'abord vous parler de mon parcours scolaire. Donc j'ai fait un bac économique et social. Puis je suis allée à la faculté de lettres à Nice. Voilà, donc cette période-là, j'avais pas vraiment de métier précis que je voulais exercer. Donc je me suis dirigée vers l'apprentissage des métiers de l'information et de la communication. Voilà, ce qui m'intéressait aussi, c'était le domaine culturel. Donc il y avait aussi tout cet aspect-là qui était abordé dans cette formation. Donc j'ai fait une maîtrise médiation culturelle et communication, c'est le terme exact. Donc c'est ce qui correspond aujourd'hui au Master 1 par rapport au niveau d'études. Voilà, et donc vers la fin de ces études-là, donc moi j'habite Montsartou depuis que je suis toute petite, hein, depuis l'âge de 3 ans. Et donc j'ai appris que l'espace de l'art concret allait s'agrandir en 2004. Donc là c'était à peu près en 2002-2003. Et donc il y allait avoir 2 ouvertures de postes pour l'ouverture de ce nouveau bâtiment, donc, dans lequel actuellement nous exposons la collection permanente. Donc moi, ayant vécu à Montsartou depuis toute petite, j'ai fréquenté les structures culturelles de la ville, les associations, etc. Et comme je m'intéressais au domaine culturel et artistique, je me suis dit que c'était vraiment une bonne opportunité pour moi de faire partie prenante de la vie culturelle de Montsartou. Voilà, donc j'ai postulé un petit peu avant l'ouverture et la donation pour un de ces 2 postes qui étaient ouverts. Et en fait, peu de temps avant, quand j'ai appris qu'il y allait avoir cette ouverture de poste, j'ai voulu me spécialiser un peu plus dans le domaine artistique parce que je trouvais que les cours d'histoire de l'art dans ma formation étaient assez restreints. Donc j'ai commencé une formation à distance en histoire de l'art. Voilà. Donc, ensuite, j'ai pris contact avec l'espace de l'art concret, la directrice à l'époque, Dominique Baudou, qui m'a proposé de faire un stage pour commencer à l'espace de l'art concret. Donc j'ai fait un stage de 4 mois avant d'être embauchée, donc ce qui a été aussi un moyen pour moi de faire mes preuves et puis de voir aussi si c'est ce métier, ce lieu pouvait me plaire également. Donc ça a confirmé effectivement mon choix de me diriger vers ce domaine-là. Voilà, donc j'ai été embauchée en avril 2004 pour l'ouverture du bâtiment de la collection permanente, donc en tant que médiatrice culturelle. Donc comme ma collègue Estelle, au départ c'était ma mission principale, donc l'accueil du public, les visites guidées, donc faire le lien entre les expositions, les œuvres et le public. Alors assez rapidement, la directrice m'a proposé de me charger de l'iconographie, donc tout ce qui est prise de vue, photographie, hein, pendant les événements, les vernissages, etc. Aussi des photos d'exposition. Et donc ça a été également l'archivage de ces photos, hein, le classement, etc. Puisque j'aimais beaucoup la photographie. Voilà, donc là je vous parle un petit peu de mon évolution de carrière aussi, parce que j'ai eu différents postes aujourd'hui. Il y a trois postes qui caractérisent mon travail à l'espace de l'art concret. En 2007, l'ancien responsable de la librairie est parti. Et donc le directeur qui était en place à ce moment-là m'a proposé de prendre la direction de la librairie. Voilà, donc depuis 2007, ça fait 7 ans que je fais ce métier. Donc il y a 2 espaces librairie au centre d'art. Donc qu'est-ce que c'est que la librairie ? Alors la librairie, c'est le premier espace qui est en contact avec le visiteur. Donc c'est le premier espace de médiation aussi, où on explique voilà, ce que les visiteurs vont voir. Donc la librairie, c'est également un prolongement des expositions, puisque donc c'est un lieu de passage obligatoire, hein, à l'aller, au moment où les visiteurs vont acheter leur billet, mais au retour également, quand ils ont vu l'exposition,
Si l'exposition leur a plu, ils vont avoir envie d'en savoir peut-être un petit peu plus sur les artistes, les œuvres qu'ils ont vues. Et donc nous, à la librairie, on propose des livres en particulier, mais d'autres choses. Mais voilà, des choses qui sont en rapport avec ce qu'ils ont pu voir dans les expositions. Voilà, donc il faut savoir qu'aussi la librairie, c'est un espace de communication aussi. C'est un espace qui va montrer aussi l'identité du lieu. Donc tout le choix qui est fait dans l'achat des livres et des objets qui sont vendus à la librairie sont en lien direct avec l'identité de la collection, l'identité des expositions. Voilà, donc le choix des choses qui sont proposées est très important. Donc qu'est-ce que nous vendons dans la boutique et librairie de l'espace de l'art concret? Donc pas seulement des livres, effectivement, donc il y a des livres qui correspondent aux expositions et aux artistes qu'on propose, des ouvrages plus généraux autour de l'histoire de l'art contemporain, le design, l'architecture. Il y a aussi beaucoup de livres pour les enfants, puisqu'on a une section pédagogique, un département pédagogique très important à l'espace de l'art concret, donc c'est aussi un public important. Voilà, on propose aussi des éditions d'artistes, des petites œuvres multiples, mais aussi des objets, donc ça s'étend aux objets un petit peu design, des jeux pour les enfants, des outils pédagogiques aussi, des bijoux également. Alors, quels sont les différents aspects de ce métier de libraire? Donc, ça va être l'achat de tout ce qu'on propose à la librairie, mais aussi la mise en valeur de la librairie, donc à travers la présentation et l'aménagement, également à travers la communication. Donc, on va aussi, en relation avec Estelle, en collaboration avec Estelle, on va aussi communiquer sur ce qu'on propose à la librairie à travers le site internet, à travers les newsletters, les réseaux sociaux aussi, Facebook. Voilà, donc c'est aussi participer aux événements lorsqu'on a par exemple des lectures, des concerts, des performances, des festivals. La librairie essaye toujours d'avoir une petite part pour proposer voilà, des livres avec les artistes voilà, qui font l'événement. Donc on a d'autres événements à l'extérieur aussi. On participe par exemple au Festival du Livre, on participe aussi au Salon de la Photo. Dernièrement, ça a été au marché de Noël. Voilà, donc une autre activité de la librairie, c'est également l'édition. Donc on édite également des catalogues, des expositions temporaires, pas toujours, mais quand on a des budgets pour, on essaie de faire un catalogue. Voilà, on édite aussi des outils pédagogiques, des produits dérivés. Voilà, donc qu'est-ce que représente aussi le métier de libraire? C'est également la gestion des stocks, l'inventaire, voilà, et également des échanges de publications avec d'autres structures. Ça, c'est en lien avec Christine, qui n'est pas là, mais qui s'occupe de la documentation. Voilà, et puis il y a une autre partie aussi importante, c'est une partie plutôt comptable, une synthèse des chiffres, puisque voilà, je tiens à jour régulièrement, au moins tous les mois et aussi à la fin de l'année, des tableaux qui vont permettre d'évaluer les ressources propres, c'est-à-dire les recettes qui sont dégagées par les ventes de la boutique et de la billetterie. Donc, il faut savoir que la boutique, c'est important à ce niveau-là également, puisque c'est une source de revenus pour l'espace de l'art concret, en plus des subventions dont vous parlez de l'origine. Voilà, donc la comptabilité aussi au niveau de la fréquentation, donc pour sonder un petit peu notre public. Voilà, on fait des statistiques sur les visiteurs qui ont des arrêts de communiquer. Voilà, j'ai à peu près fait le tour. Est-ce qu'il y a des questions sur la librairie? J'ai une question, mais ça n'a rien à voir avec la librairie. Est-ce que le fait d'avoir choisi de rester à Montsartou, qui finalement est une petite ville,
est un frein du point de vue professionnel. Non, je pense pas parce que effectivement depuis 2004 mon poste a évolué. Hein. Voilà, et puis il y a encore d'autres perspectives avec un nouveau bâtiment qui va ouvrir prochainement. Pour lequel je serai chargée de gérer l'espace librairie, mais qui sera également relié à l'espace restauration, puisqu'on aura un espace de restauration, ce qui sera nouveau pour nous. Donc voilà, il y a encore des évolutions, même à Montsartou, sans forcément aller plus loin pour l'instant. Merci. Je suis administratrice. J'ai un parcours scolaire un peu atypique, un peu comme Alexandre. J'ai fait un baccalauréat B en 1987, donc aujourd'hui ça correspond à ES pour nous. Pourquoi B? Parce que j'étais assez bonne en maths et en matière littéraire, donc je ne savais pas me décider d'un côté ou de l'autre. À la sortie de ce bac, je savais que je voulais faire un cursus scolaire assez court. Je ne voulais pas me lancer dans de longues études. Mais je voulais en tout cas, j'avais pas une idée précise de ce que je voulais faire, mais je voulais m'orienter dans un métier où je puisse être en contact avec les autres et m'occuper des autres. Il n'était pas question pour moi, vu mon caractère, de travailler dans un métier où j'étais seule. Donc je me suis tournée vers les sciences humaines et la sociologie, et je suis rentrée à la faculté d'Aix-en-Provence, où j'ai fait jusqu'en licence un double cursus d'ethnologie et de sociologie. Alors, qu'est-ce que c'est? C'est-à-dire que j'ai étudié pendant 3 ans, d'un côté, l'étude des comportements, je me suis spécifiée sur une peuplade, les Dogons du Mali, et de l'autre côté, j'ai fait l'étude des comportements dans le milieu de l'entreprise. Donc, ça n'a peut-être aucun rapport, et en fait, c'est extrêmement lié. Donc, quand je suis arrivée à la fin de ma licence, mes 2 licences d'ethnologie et de sociologie, il fallait que je fasse un choix en maîtrise. Je ne pouvais pas faire les deux. J'ai beaucoup trop de travail, il fallait prendre une direction professionnelle, et je me suis dit que bon, étudier les Dogons du Mali, c'était très bien, mais en termes de débouchés, ça allait être un peu difficile. Donc, je suis restée dans le monde de l'entreprise, et donc j'ai fait une maîtrise de sociologie du travail. Donc, très simplement, c'est voir un petit peu dans une entreprise, qu'elle soit petite, très grande, ou une collectivité publique, une administration, etc. Voir ce qui peut faire que les gens puissent bien travailler ensemble, s'entendre. Voilà, en gros c'est ça, une maîtrise de sociologie du travail. Donc j'ai eu ma maîtrise en 91. Quand je suis sortie de la fac avec ça, parce que je n'avais plus envie de poursuivre mes études, j'avais vraiment envie de travailler. J'ai pas tout de suite trouvé de travail pour mettre en pratique ce que j'avais pu apprendre à la fac. Donc j'ai travaillé quelques mois dans le secteur de l'immobilier, où j'étais responsable d'un secteur locatif. Donc j'étais quand même contente parce que je travaillais avec les autres, c'est ce que je voulais. Mais je n'étais pas complètement satisfaite. Et le hasard a fait que j'ai une collègue qui était rentrée au ministère de la Culture en région. Donc il faut savoir que chaque ministère, les ministères sont à Paris, éducation nationale, culture, finance, etc. Mais dans chaque région, il y a un représentant. Et donc pour la culture, c'est ce qu'on appelle la direction régionale des affaires culturelles. Donc je suis rentrée un petit peu par hasard pour un remplacement de 3 mois à la DRAC, donc direction régionale des affaires culturelles à Aix-en-Provence. Et puis j'y suis restée 5 ans. Parce que là, j'ai eu un petit peu, comme tu parlais tout à l'heure, 50 de stage, une révélation. Et j'avais vraiment trouvé le milieu, donc le milieu culturel, pas encore les arts plastiques. J'avais envie de mettre à profit ce que j'avais appris à la fin. Donc j'ai travaillé 1 an au secrétariat de direction, où là j'ai vu tous les services de la culture, le patrimoine, le livre, la danse, la musique, les arts plastiques aussi. Et puis, à l'issue de cette année, on m'a proposé un poste de secrétaire au service des arts plastiques. Et donc, je suis restée 4 ans et demi. Et là, c'était intéressant parce que, comment
Je touchais un petit peu de près tout le monde que j'avais commencé à connaître depuis que je rentrais en DRAC, les expositions, les artistes, fréquenter, voir des centres d'art net, parce que j'ai vu l'espace de l'art net du côté du ministère. Mais c'est devenu assez routinier, trop administratif. Donc au bout de 6 ans, j'ai appris qu'un poste s'est libéré à l'espace de l'art concret à Montpartout. Et donc j'ai postulé, j'ai été embauchée. Et ce qui est assez drôle dans mon parcours, c'est que quand j'étais au ministère de la Culture, c'est moi qui donnais les subventions pour les associations d'art, pour les galeries, pour les centres d'art, pour les musées. Et aujourd'hui, ça fait 18 ans que je suis à l'espace de l'art concret, c'est moi qui les demande au ministère et aux autres, je suis de l'autre côté en fait. Voilà, donc je suis en poste à l'espace de l'art concret depuis 1997. Donc un petit peu pour répondre à la question de madame tout à l'heure, même si on travaille dans une petite commune, c'est pas la taille de la commune qui fait l'intérêt ou l'évolution d'une carrière, mais c'est vraiment le lieu dans lequel on travaille. Et en fait, mon poste a évolué et a grandi en même temps que le lieu, parce que quand je suis arrivée, il n'y avait que les expositions temporaires au château et quelques classes qui étaient reçues dans les salles du rez-de-chaussée du château. Puis en 1998, on a ouvert les ateliers pédagogiques. Puis en 2004, on a ouvert la donation Albert Sonneguer qui accueille la collection permanente. Et plus tard, d'ici quelques années, on devrait avoir une extension avec un nouveau bâtiment. Donc mon poste a un petit peu tout naturellement et avec les directions avec qui j'ai travaillé, suivi cette évolution, puisque j'étais embauchée en tant que secrétaire de direction de 1997 à 2005. Et après, je suis passée responsable de l'administration jusqu'en 2009 et je suis depuis 2009 administratrice du lieu. Donc précisément mon émission. Alors oui, alors cette image, l'image précédente où on voit quelqu'un avec un bras, c'est parce qu'en fait c'est un poste qui me permet, et c'est ce que je voulais, donc quand j'étais à la fac, de travailler avec tous les services de l'espace de l'art concret, travailler avec tous mes collègues. Donc ça pour moi c'était parfait. Donc je travaille autant avec les services pédagogiques qu'avec Stéphanie pour gérer le budget de la librairie, qu'avec la communication parce qu'elle va me soumettre des devis des imprimeurs, etc. Avec Fabienne, la directrice bien évidemment, et aussi avec l'assistant technique quand même, puisqu'on gère des dépenses liées aux expos ensemble. Donc plus précisément mes missions, donc il y a la gestion administrative courante de l'ensemble des services, aussi le secrétariat de la direction, tout ce qui est demande des devis, signature des devis, les contrats avec les artistes, les suivis des demandes de prêt avec les collègues, les assurances, etc. Tout ça se négocie bien évidemment. Après, il y a une grosse partie qui est gestion financière. Donc là, c'est tout ce qui est budget. Donc avant de mettre en place les activités de l'année qui arrive, le nombre d'expositions, tout ce qui va se passer au service éducatif, combien la librairie va avoir de budget, combien Alexandre va pouvoir acheter de clous, de marteaux, etc. Pour les expositions, il faut décider avec la directrice de combien on va avoir de budget. Et pour le savoir, il faut demander des financements, puisqu'on a des petits budgets qui rentrent tous les jours à la librairie avec les visiteurs qui payent leur ticket d'entrée et qui achètent des livres, des objets, et c'est loin d'être suffisant. Donc on a des partenaires financiers importants qui sont la ville de Montpartout, le ministère de la Culture, le conseil régional et le conseil général de l'Alpes-Maritimes. Et ce sont des gens à qui chaque année on fait des demandes de subventions, on demande de l'argent pour pouvoir réaliser nos projets. En fonction de ce qu'ils nous donnent, on adapte le budget. Voilà. Là vous avez, c'est pas très glamour hein, comme image, mais c'est la réalité. Alors après il y a une partie plus intéressante encore, c'est la gestion du personnel. Donc on est 15 dans la structure, donc il faut organiser
les plannings de chacun qui travaille du lundi au vendredi ou du mercredi au dimanche, puisqu'on est ouvert au public du mercredi au dimanche, mais on est là quand même tous les jours, donc présent du lundi au dimanche. Donc les plannings, ça veut dire les congés, les maladies, récupération des gens, etc. Il faut faire la paye pour donner à la comptable. Il y a aussi le choix des stagiaires, puisque vous voyez que finalement, il y a 1, 2, 3 anciennes stagiaires qui sont ici. Il y en a beaucoup plus dans l'équipe et qui ont fini par être embauchés. Donc les stagiaires, pour nous, c'est très important. Donc, je regarde les terminales arts plastiques qui sont au fond. Vous allez choisir vos stages après. C'est très important parce que nous, on considère comme un devoir de formation à l'espace de l'art concret. On a embauché beaucoup d'anciens stagiaires parce que vous êtes notre relève. Vous êtes les gens qui vont travailler à notre place plus tard. Donc pour nous, c'est un investissement aussi sur l'avenir. Quand on forme les stagiaires, c'est pouvoir les rappeler quand on a un pépin dans l'équipe et qu'on a besoin de prendre quelqu'un sur un week-end en médiation, etc. Et donc voilà, cette partie ressources humaines. Il y a aussi tout ce qui est organisation de vernissage. Les conférences, les concerts, il y a toute une logistique à organiser avec les traiteurs, les services de la mairie qui mettent à disposition du personnel, la technique avec Alexandre pour un vernissage. Après, il y a une partie qu'on appelle la gestion juridique de l'association. C'est-à-dire que nos partenaires financiers qui nous donnent de l'argent, 2 fois par an, il faut leur rendre des comptes sur ce qu'on fait avec leur argent. Donc on se réunit avec Fabienne, on n'est pas trop ça, mais on le fait, en conseil d'administration 2 fois par an pour rendre compte d'une manière budgétaire, quantitative et qualitative de ce qui a été utilisé avec les fonds qu'on a reçus et ce qu'on va faire avec ce qu'on va demander l'année d'après. Voilà, et toute petite partie qui est assez récente, on a créé il y a 3 ans une association des Amis de l'espace de l'art concret, qui est une association indépendante qui est là pour trouver des fonds supplémentaires si on a besoin d'argent, mais aussi à faire connaître à plus de public nos activités. Et donc, je m'occupe aussi avec les gens de cette association à mettre en place le programme d'activité. Voilà, je ne sais pas si vous avez... Je vous remercie. Est-ce qu'il y a des questions sur l'ensemble de la présentation? J'avais une question. Est-ce que c'est payant pour les enfants? C'est gratuit. De toute façon, mais c'est gratuit. Et la plupart des musées ou des centres d'art sont gratuits pour les enfants. Jusqu'à 18 ans, c'est gratuit.